Et on va continuer avec François et avec Kamal. Comme je mentionnais un peu plus tôt, François est chef de l'exploitation au Québec pour la région du Québec, qui participe activement aussi à l'établissement de la vision de Radio-Canada pour justement implanter les nouvelles technologies. Puis François il a obtenu le poste qu'il a présentement depuis quelques mois. Puis son premier mandat a été de participer puis de coordonner l'implantation du projet 450 qu'on appelle. François va vous l'expliquer, mais disons que c'est un projet qui s'est fait en très, très grand accéléré durant l'été et durant l'automne, et puis qui fait une grande utilisation de nouvelles technologies web, entre autres. Donc, François va commencer la présentation et il va être accompagné un peu plus tard dans la présentation de Kamal Kadani, qui lui aussi est au cœur de toute l'utilisation de la technologie web et puis sur laquelle le 450 s'appuie évidemment. Alors, ben merci. Puis... Donc, bonjour à tous. La présentation que je vais faire aujourd'hui ici, c'est une présentation qu'on a donnée à Toronto la première fois dans le cadre d'un événement qui s'appelait le Forum des technologies. Et puis, pas besoin de vous dire qu'il y a beaucoup plus de monde ici ce soir qu'à Toronto en français. C'est une présentation qui traite du 450. Du 450, donc merci à tous d'être là. 450, c'est un nom de code à l'interne. En fait, le nom public du projet, c'est radiocanada.ca Rive-Nord et radiocanada.ca Rive-Sud. La présentation qu'on a faite, elle avait été faite en collaboration avec 5 personnes. Donc, on est 2 ce soir à vous présenter. S'il y a certaines sections que je maîtrise moins, c'est parce que j'essaie de couvrir chacune des sections. Donc, je voudrais quand même les remercier, même s'ils ne sont pas là, d'avoir participé à la présentation. Le projet 450, en quelques mots, ça vise à étendre la stratégie régionale à des nouveaux marchés qu'on couvrait un petit peu moins. C'est de diversifier la couverture en complémentarité avec l'offre actuelle. C'est rejoindre les préoccupations et les attentes de nouveaux publics. C'est aussi un laboratoire de pratique journalistique et d'expérimentation des nouvelles technologies. Vous êtes capable de situer un petit peu le territoire Rive-Nord, Rive-Sud, mais en fait, le territoire qu'on couvre avec ce projet, c'est le territoire de la région métropolitaine de recensement. C'est ce que Statistique Canada considère être la grande région de Montréal. C'est environ 2 millions d'habitants, pas tout à fait, plus ou moins 1 million sur chacune des 2 rives. C'est une population qui est quand même très différente des gens qui habitent l'île de Montréal. Par exemple, ici, on a une carte. On voit un petit peu le pourcentage de jeunes en bas de 14 ans en fonction des territoires. Puis si on regarde l'île de Montréal, on a environ entre 1,2 et 15 % de jeunes de moins de 14 ans. Puis au fur et à mesure qu'on s'éloigne vers les couronnes, le taux de jeunes monte beaucoup. Donc c'est un territoire où c'est surtout des jeunes familles qu'on a. Et c'est à eux qu'on s'adresse. Le mandat du projet, c'est de créer un espace Internet très interactif où les citoyens des couronnes nord et sud de Montréal pourront s'informer, échanger et réagir à ce qui touche leur quotidien. C'est d'offrir un service qui permet aux citoyens de tirer le maximum de son milieu de vie. C'est une approche de couverture un petit peu différente de ce qu'on fait habituellement. Donc, on veut une présence assidue sur le terrain, proximité avec les citoyens, puis on veut surtout favoriser un échange bidirectionnel avec les citoyens. Ce n'est pas seulement on va vous offrir de la nouvelle et les nouvelles qu'on juge intéressantes, c'est on veut savoir qu'est-ce qui vous intéresse, on veut vous informer sur ces sujets-là, puis on veut aussi, au fur et à mesure que les sujets évoluent, avoir votre participation, dans le fond, à ce qu'on met en ligne. On veut aussi pousser un petit peu plus loin de ce qu'on fait habituellement au niveau de l'utilisation des réseaux sociaux. On veut se présenter aussi comme un agrégateur de contenu, pas seulement des gens qui vont produire le contenu, mais sur les réseaux sociaux, il y a des choses très intéressantes qui se passent qu'on veut aussi partager avec les autres via notre nouvelle plateforme. Et on veut aussi mettre sur pied des outils de collaboration qui permettent aux citoyens de participer plus activement à ce site Internet-là. Excusez-moi, j'ai un petit problème d'iPhone. Oh, bon, ça va bien.
Désolé, je reviens, ça sera pas long. Oh, c'est fait, c'est bon. Délai de transmission, c'est des choses. On va voir un petit peu plus loin les délais des iPhones, on va en parler. Donc, on veut, dans le fond, canaliser un peu tout ce que je vous ai parlé dans deux espaces Internet interactifs qui reflètent le dynamisme des milieux. On veut alimenter ces espaces-là avec des moyens de production plus légers que ce qu'on est habitué de faire, plus flexibles. On veut aussi offrir une autonomie à nos journalistes sur le terrain qu'on ne retrouve pas normalement dans les autres exemples aux nouvelles de Radio-Canada, de façon à garantir souplesse et économie d'argent. Puis tout ça afin de bonifier l'expérience qu'on peut déjà avoir sur radiocanada.ca. Bon, ça c'est en gros, c'est quoi le projet. Vous êtes ici pour la partie plus technique. Donc, pour vous mettre en contexte, c'est un projet pilote. On a 4 journalistes sur le terrain, 2 couronnes nord, 2 couronnes sud. À Radio-Canada, en tant que tel, on a 4 édimestres, 2 couronnes nord, 2 couronnes sud. On a 2 édimestres qu'on appelle les édimestres de recherche. C'est eux qui vont faire la recherche, beaucoup pour appuyer les journalistes sur le terrain. C'est eux aussi qui vont s'occuper sur les sites web de mettre en forme. Il y a certaines opérations web que c'est eux qui font. On a aussi les édimestres de conversation qui, eux, leur mandat, c'est de suivre ce qui se passe sur les réseaux sociaux et de contribuer sur les réseaux sociaux. Par-dessus ça, on a 2 personnes en support qui font les 2 rives. On a un éditeur principal qui est en fait celui qui va gérer la ligne éditoriale du site web. Et on a un illustrateur de données qui va nous faire des cartes interactives pour le web et qui va mettre en image ce qu'on veut partager. Ces gens-là, comment sont équipés? C'est ça qu'on va voir un petit peu. On va commencer par les journalistes parce que c'est eux qui sont les plus importants. Ils sont équipés d'un petit véhicule, vous les avez peut-être déjà vu, qui est un bureau mobile. Ils utilisent beaucoup l'iPhone, pas seulement comme téléphone, mais comme outil de captation audio-vidéo et transmission de données. Ils ont un appareil photo de qualité qui permet de prendre des photos, de belles photos. Ils travaillent avec une caméra Sony, une X1R, en plus du iPhone et de la caméra photo. Et ils ont un lot d'accessoires. Bon, là, on voit un sac à dos, sac pour transporter, micro avec convertisseur, micro sans fil, trépied, monopode, des spots et malgré le Firebase et tout, un bon vieux lot de câble. Donc, c'est ça, en gros, les outils. On va les voir un petit peu plus en détail, si ça peut marcher. Donc, le bureau mobile, en fait, ils ont chacun des journalistes un véhicule. C'est un Ford Transit Connect qui a été spécialement aménagé par l'ingénierie média à Radio-Canada de façon à être utilisé comme un véritable bureau de travail mobile. Dans le véhicule, on a un espace où on peut, à l'arrière, s'asseoir, monter notre vidéo et l'alimenter sur le site Internet à partir du véhicule. Ici, si vous voulez voir, on a une petite animation 3D, si ça peut marcher, qui va vous permettre de voir un petit peu le bon travail que les gens de l'ingénierie ont fait. La présentation, c'est une gracieuseté de Jean-François Paillard qui est caché ici à l'arrière de la pièce en ce moment. Donc, on aurait pu, mais bon, il n'y en a pas. Les véhicules, on voit un petit peu qu'on a un poste de travail, on a l'écran, clavier, souris. Tout ça a été développé en collaboration avec l'ergonome de Radio-Canada parce qu'au début, les gens de santé et sécurité étaient vraiment pas chauds au concept. Puis au final, on a trouvé des bons compromis, ça a bien marché. Donc, on a les mêmes chaises qu'on aurait dans un bureau de Radio-Canada. On a le même type de support ajustable pour la hauteur du clavier. Puis, on a un écran qui est monté aussi sur un bras ajustable. Puis, Jean-François a passé des nombreuses heures au téléphone à régler tous les détails avec le bureau de santé et sécurité. Pour finalement avoir leur accord, ils sont très satisfaits. Dans les véhicules, les véhicules sont équipés d'un modem de Sierra Wireless qui nous donne ça, c'est une carte qui vient de Bell, qui est notre fournisseur de services, qui est ce qu'il appelle du 4G HSPA+, jusqu'à 21 mégabits par seconde. Attendez-vous à 3.5 à 8 mégabits en réalité. On va voir un petit peu plus loin ce qu'on est capable d'avoir réellement comme taux de transfert. Mais ce que je voulais montrer sur la carte, c'est que, en théorie, le signal, je vais l'appeler 3G de Bell, se rend dans pas mal toute la zone qui est couverte par le 450. Donc, on pourrait s'attendre à être capable de transmettre notre vidéo sur l'ensemble du territoire couvert par le projet.
En parallèle avec ça, on a en ce moment une étude qui est faite ici à Radio-Canada où ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un routeur qui est dans le fond, qui va nous permettre d'agréger les capacités de transfert de plusieurs liens cellulaires en même temps. C'est un produit qui est très populaire aux États-Unis. Un des problèmes au Canada, c'est qu'essentiellement, il y a 2 gros réseaux nationaux. Fait que l'idée de prendre 8 connexions puis de commencer à les agréger, on commence à se voler le bandwidth d'une à l'autre. Donc, ça a quand même des limites, mais ce qu'on essaie présentement, c'est qu'on a 2 modems Sierra Wireless MP890 qui sont identiques, autant celui de Bell, autant celui de Rogers. En fait, les deux utilisent la même technologie. On a ensuite de ça 2 modems qui sont des petites clés USB, une de Bell, une de Rogers, qui les deux sont compatibles LTE. En ce moment, à Montréal, il n'y a que Rogers qui ont un réseau LTE, mais Bell, il y en a un à Toronto, puis quand ils vont le déployer, c'est exactement le même produit. Puis, le modem est également capable d'agréger ce qu'on est capable d'aller chercher comme débit avec les iPhones des journalistes pour tout agréger ça ensemble. Donc, à partir des véhicules, on a un laptop de montage. On pourrait, via soit FTP ou Aspera, les 2 outils qu'on utilise, envoyer notre vidéo au travers du réseau cellulaire des fournisseurs. On reçoit le tout dans une unité semblable à Radio-Canada qui, eux, va dans le fond alimenter notre serveur. On va voir les détails un petit peu plus loin. Donc, c'est des journalistes multimédia. C'est la monographie qui a été entendue avec les syndicats. Les journalistes multimédia sont équipés de caméras. On s'est souvent posé la question un petit peu plus consommateur ou un petit peu plus professionnel. Ici, je donne l'exemple de la caméra type plus consommateur, qui est une caméra économique qui, pour le web, va nous donner une qualité d'image tout à fait acceptable. Par contre, au niveau de la qualité sonore, c'est plus limité. Et puis, mais c'est facile d'utilisation. Caméra professionnelle, un petit peu plus difficile à utiliser. Par contre, les images sont meilleures. La qualité sonore, on a beaucoup plus d'options, c'est préférable. Puis, ce qu'on s'est rendu compte dans un petit projet pilote qu'on a fait avant le projet pilote, c'est quand on se présente à quelque part, on a un petit peu plus de crédibilité avec une caméra un peu plus grosse qu'avec une caméra handycam plus consommateur. Donc, on a opté pour iPhone quand on veut quelque chose de petit et rapide, mais quand on veut des belles images ou quelque chose de mieux, on sort avec le X1R. La transmission des données, le transcodage, on a vu un petit peu comment on les transmettait à partir des camions. On va aller à la prochaine. Là, on va plus voir la mécanique, comment ça marche. Notre journaliste fait son montage dans Final Cut. Au début, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va utiliser Aspera. Levez la main ceux qui ne connaissent pas Aspera, qui ne savent pas du tout ce que c'est. Okay. Aspera, en fait, ce que c'est que c'est un système qui permet le transfert de fichiers entre 2 machines. Ça peut être soit 2 clients Aspera ou un client, un serveur, ou 2 serveurs ensemble. Puis, contrairement au FTP, Aspera utilise l'UDP. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le fichier source, va le segmenter en paquets, va envoyer chacun des paquets, un à la suite de l'autre. Va calculer un checksum sur les paquets, plutôt va envoyer une liste des checksums en TCP au serveur. Le serveur va recevoir chacun des paquets UDP. UDP, c'est des paquets qui n'ont pas d'unshaking. Donc, il envoie les paquets, puis il se rend dessus, il ne se rend pas, ce n'est pas grave. C'est best effort, quand le serveur a reçu à peu près tous les paquets, regarde le checklist de paquets, recalcule les checksums. Puis là, il va dire en TCP, je les ai toutes reçus, mais il me manque un tel, puis un tel est corrompu, renvoie-moi les. Ça se fait 3-4 fois, ou si ça va bien, ça se fait une fois, puis le fichier est transféré. L'avantage de ça, c'est qu'un transfert FTP, plus que la latence augmente sur notre lien réseau, plus que le taux de transfert diminue, puis ça peut être quand même assez rapide. L'avantage d'Aspera, c'est comme il utilise UDP, il n'est pas constamment en train d'attendre est-ce que le fichier s'est rendu avant d'en renvoyer un autre. Donc, on a un taux de transfert qui est indépendant de la latence du lien. L'autre avantage d'Aspera, c'est qu'on est capable de faire un resume très facilement d'un transfert si le transfert a arrêté en parcours, en tout cas, durant le transfert. Avantage non négligeable, il y a une application Aspera gratuite pour iPhone qui fonctionne très bien. C'est à peu près ça. Par contre, ça, théoriquement, on s'est dit Aspera, c'est bon, ça va marcher, c'est excellent. On a commencé à faire nos tests, puis ce qu'on s'est rendu compte assez rapidement, c'est que les réseaux cellulaires qu'on utilise sont conçus pour de la voix, puis la voix, elle n'aime pas ça, la latence. Fait que la latence qu'on a sur les réseaux cellulaires, elle est très, très faible. Donc, Aspera ou FTP, dans les 2 cas, il n'y a absolument aucun gain de vitesse qu'on a avec Aspera versus le FTP.
Donc, c'est ça. Donc, on envoie notre fichier. C'était ça pour Aspera. On l'envoie au travers de notre modem. Ça arrive au début sur un serveur qui s'appelle le serveur Transit Info, qui est notre serveur FTP ou Aspera. C'est la même machine, puis ça arrive dans le même répertoire. C'est un serveur qui est dans la zone démilitarisée de Radio-Canada, donc qui est à l'extérieur de nos firewalls. Il est accessible du public, pas besoin de VPN. Bon, il faut une authentification nom d'usager, mot de passe standard. Et on envoie nos fichiers dessus. Puis comme je dis, taux de transfert plus ou moins 1 à 3 mégabits par seconde. Prochaine slide, s'il vous plaît. Bon, ici, on voit si on fait un transfert via l'interface web du serveur. Ça donne un peu une idée de la fenêtre de transfert qu'on a, puis de ce que ça a l'air. Prochaine. OK. Une fois que c'est sur le serveur Transit Info, on a un autre serveur qui s'appelle le serveur Transit ISN. Le serveur Transit ISN, lui, premièrement, il est dans la zone protégée de Radio-Canada, donc on ne voit pas, mais il y a les firewalls entre les deux. Et le serveur Transit ISN, c'est le serveur, quand Maxime vous parlait du storage sur lequel tous les transcodeurs sont branchés, c'est lui, c'est le Transit ISN. Fait qu'on envoie les fichiers dedans automatiquement. Et puis, aussitôt que ça arrive dans le serveur, là, on a des jobs de transcodage qui partent de façon automatique. Prochaine slide, s'il vous plaît. Bon, on utilise une application, c'est très bête et méchant, c'est force brute la technique. C'est des watch folders, c'est des automations faites sur les fichiers qui arrivent. Il y a de la validation au niveau des noms de fichiers, mais si quelqu'un prend un exécutable et qu'il donne un nom de fichier de vidéo puis qu'il pompe ça dedans, ça va passer. Fait que dans le fond, il y aurait place à amélioration. Prochaine, s'il vous plaît. Donc, bon, on voit les structures de répertoire. On reçoit dans un répertoire qui s'appelle réception. On transcode dans un répertoire qui s'appelle transcode. Puis une fois que c'est terminé, on l'envoie dans un répertoire qui s'appelle transfert. Puis, passer le transfert, je ne sais plus ce qui arrive. C'est Kamal qui va vous le dire tantôt. Prochaine slide, s'il vous plaît. Bon, ici, on voit les fenêtres de log qu'on a, puis les différentes règles qu'on a. Donc, prochaine. OK. Transcodage de fichiers, pourquoi? Je ne vous le dirai pas, je pense qu'on l'a vu suffisamment tantôt. Juste, grosso modo, je vais juste parler du dernier en bas. Les vidéos sont tournées en XDK-MEX, sont archivées en XDK-MEX. Par contre, sont transférées au travers des liens cellulaires dans un format mezzanine qui est du 720p à 2,5 mégabits par seconde. Et à partir de ce format mezzanine-là, 2,5 mégabits par seconde, on va générer 6 autres versions de fichiers qui varient entre là, je dis 200, 2500, c'est notre original. Le plus petit fait 64 kilobits, c'est de l'audio seulement. Puis le fichier qu'on met présentement en ligne, c'est comme le deuxième plus gros. C'est un 852 480. Ça, dans le fond, c'est du SD en pixels carrés à 1,2 mégabits par seconde. Mais on encode déjà tous les vidéos dans tous les autres formats de façon à supporter l'adaptive streaming la journée où le player de Radio-Canada va le supporter de son côté. Tous les profils, c'est de l'H264 pour la vidéo, puis c'est de l'ACLC pour l'audio. Prochaine, s'il vous plaît. Ici, on voit un des outils de transcodage qu'on utilise actuellement. Ce qu'on voit, c'est comment c'est fait à l'intérieur de l'outil de transcodage. On a des règles quand les fichiers arrivent, on va analyser le type de fichier. À ce moment-là, l'exécutable va être rejeté. Là, il ne passera plus à ce moment-là. Ensuite de ça, il va être encodé dépendamment des profils. On a des opérations de synchronisation qu'on peut faire. Ça, ce que ça fait, c'est que dans le fond, si un fichier est plus long encodé qu'un autre, on va attendre que toutes les versions soient disponibles avant de les amener sur notre serveur web. Puis, on peut faire des opérations de log ou en tout cas différentes opérations sur les fichiers. C'est ça. Prochaine, s'il vous plaît. Donc, les métadonnées, pour pouvoir publier dans notre workflow une vidéo, ça prend 3 choses. Ça prend une vidéo en tant que telle. Ça prend une image qui est dans le fond le premier frame de notre thumbnail avant qu'on clique sur le play, parce que le premier frame du vidéo n'est pas toujours le meilleur frame pour illustrer le propos. Et ça prend les métadonnées, sinon notre système de gestion de contenu à l'interne, il ne sait pas quoi faire avec les fichiers. Donc, prochaine, s'il vous plaît. Ici, ce qu'on voit, c'est que pour partir de Radio-Canada puis rejoindre nos gens, que ce soit au travers un browser Internet standard ou sur un téléphone portable ou peu importe la plateforme de diffusion. Prochaine.
Ça nous prend un XML, une vidéo, puis là, il faut rajouter une image qu'on ne voit pas. Prochaine. Donc là, ce qu'on va voir, c'est le contenu du XML, comment ça fonctionne. Prochaine. Et en fait, ce qu'on a, c'est qu'on utilise un outil que les journalistes connaissent déjà à Radio-Canada, qui est iNews. Et dans iNews, on a un formulaire. Le formulaire fait peur. Ce n'est pas toutes les métadonnées qui s'appliquent à toutes les vidéos. C'est un formulaire standard qui a quelques champs obligatoires. Puis, dépendamment du type de vidéo, ben, on n'a pas à remplir tous les champs. Prochaine. On a des métadonnées de processus, d'information à l'utilisateur. Ça, c'est le vidéo ID du fichier, ce qui fait qu'il va y avoir un lien entre le XML, l'image et le vidéo. C'est des données aussi comme c'est-tu un vidéo qui s'adresse à l'info, à tout TV, à des partenaires de VOD. Donc, c'est ça les infos de processus. Prochaine. Ensuite de ça, on a des métadonnées temporelles. La durée de l'émission, le timecode de début, timecode de fin, s'il y a des pauses publicitaires, ben, sont à quel moment dans la vidéo. Prochaine. On a aussi des métadonnées d'affichage, exemple le titre qu'on veut que la vidéo porte sur le web, description courte, description longue, le journaliste, dans le fond, les acteurs ou les intervenants qu'on a. Prochaine. Et c'est ça. En ce moment, on travaille beaucoup à essayer de faire un lien entre notre outil de montage, notre outil de transfert, puis iNews, qui est l'outil de métadonnées. Parce qu'en ce moment, c'est un processus manuel. De tout rentrer les données dans iNews, c'est quand même lourd. C'est ce qu'on utilise parce que ça marche, mais à court terme, on a comme objectif d'automatiser ça. Puis un bon exemple, c'est de prendre la durée du vidéo puis d'aller la mettre dans iNews, timecode de départ, d'aller le mettre dans iNews, puis timecode de fin, qui est départ plus durée, normalement, départ plus durée, sinon on a un problème, d'aller le mettre à la main, bien, tout ça pourrait être fait de façon automatique. Fait que ça, en ce moment, on travaille à simplifier le processus. Mais c'est notre processus tel qu'il est en ce moment. Prochaine. Donc, je vais passer la parole à Kamal parce que, rendu ici, je ne sais plus ce qui se passe, puis Kamal va poursuivre le périple de nos images. Bonjour. Moi, je vais continuer parce que pour ce que a commencé François, en fait, je veux vous parler surtout de l'univers de l'Internet et services numériques. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là et toute l'indexation et la publication de ce contenu-là. Comme il disait François tout à l'heure, les fichiers arrivent dans une structure de répertoire de transit en entrée, plutôt ce qu'on appelait dépôt, donc ils se transcodent et puis par la suite, ils tombent dans des répertoires de transfert. À ce niveau-là, si vous pouvez passer la slide suivante, je vais vous expliquer un peu ce que se passe du côté ISN. Du côté gauche au bout, c'est l'unité de transit et on s'est développé au côté web des applications audio-vidéo qui vont monitorer ou pouler finalement en permanence ces répertoires de sortie. Selon ce qu'on s'est entendu avec les gens du contenu audio-vidéo, il y a une nomenclature à suivre. Il y a des fichiers donc, qui viennent, que ce soit de iNews pour tout ce qui est le metadata, les images, l'audio-vidéo. Et une fois tous ces fichiers-là sont disponibles, la routine peut s'exécuter et elle commence une batch de transfert, par exemple, du contenu audio-vidéo par FTP sur des stockages, qu'ils soient internes ou externes. Je vous parlerai tout à l'heure de la différence entre les deux. Et il fait une publication d'audio-vidéo sur le CMS qu'on s'est choisi pour le cadre du projet 450 qui est WordPress. Et ensuite aussi donc une indexation dans la BD de ces fichiers-là pour qu'ils soient retraçables par la suite par les journalistes sur le CMS. Donc le choix, comme je disais tout à l'heure, le CMS WordPress, c'est un outil qui est commercial, très rapide à manipuler. Et dans le cadre de ce pilote-là, on a choisi vraiment de l'utiliser parce qu'on a beaucoup de changements, peut-être beaucoup de phases aussi encore à compléter. Et c'était la raison principale pour laquelle on a opté pour ça. Donc si vous pouvez passer à la suivante, s'il vous plaît. Donc une fois le contenu est rentré par les journalistes web, ils vont sélectionner leurs fichiers audio-vidéo qui récupèrent à partir du transit et ils publient leurs nouvelles. Donc la nouvelle, une fois poussée, donc elle se retrouve automatiquement sur le site web du 450, rive nord ou rive sud. Ce qu'on utilise, et pour votre bénéfice, je ne sais pas si vous connaissez Akamai, on utilise le CDN Akamai, le Content Delivery Network, ou bien notre distributeur de contenu, c'est Akamai.
Akamai pour CBC Radio-Canada. Il nous permet de cacher notre infrastructure contre toute la surcharge du contenu, les pics de connexion. Et entre autres, dans 4.5.0, on utilise cette technologie pour ça. Également, Akamai nous permet de toutes les solutions de streaming, qu'il soit vraiment adaptative streaming ou bien pour le on-demand ou pour le live. C'est la technologie qu'on utilise pour cet effet-là. Et je vais essayer rapidement donc, de vous résumer dans la slide suivante tout ce que vous a parlé François et tout le workflow. Cliquez s'il vous plaît une par la suite. En fait, on commence par le véhicule qui va transférer donc, du contenu vers la maison. Une fois donc, le contenu arrive, vous pouvez cliquer s'il vous plaît. Donc ça atterrit comme il expliquait tout à l'heure François, donc il va rentrer sur le serveur Aspera via donc un firewall d'entrée dans la zone démilitarisée. Par la suite, cliquez encore. Ce contenu-là va se transférer selon les règles qu'on s'est définies avec de nomenclature et de tâches vers un répertoire bien défini pour le cas de 4.5.0 sur le transit ISN. Et ensuite, dans ce cas-là, cliquez par la suite, ça va commencer donc automatiquement les règles de transcodage dans l'affaire de transcodage qu'on s'est bâti. Par la suite, s'il vous plaît, arrive ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc toute la gestion d'audio-vidéo qui va en permanence monitorer ces répertoires de sortie et en fonction finalement une fois tous les fichiers de sortie donc transcodés arrivent avec le contenu metadata, donc il déclenche les opérations. Cliquez encore s'il vous plaît. Donc, de transfert, comme j'explique ici, donc des fichiers audio-vidéo vers les stockages internes pour le public, pour accéder. Encore une fois, s'il vous plaît. Par la suite, ça permet donc une indexation de ce contenu sur les bases de données. Et encore, cliquez encore, s'il vous plaît. Donc, c'est les CMS qui vont être maintenant, ça va être disponible pour les CMS. Encore, s'il vous plaît. À ce moment-là, donc, les journalistes multimédia vont pouvoir donc, commencer à récupérer leur stock audio-vidéo sur les CMS, bâtir leur texte et cliquez encore, ils vont pouvoir donc publier par la suite leur contenu sur les serveurs web. À ce moment-là, donc, tout le stock est disponible sur nos serveurs web et clique encore, ça arrive donc ce que je vous expliquais donc avec Akamai. Donc on s'est bâti avec Akamai toute une technologie de cache qui va pouvoir s'assurer que le contenu sur les serveurs web et le stockage interne, comme on explique dans le dessin, ne soit disponible et vu uniquement que par les serveurs de Akamai. Et par la suite, si vous cliquez, c'est le retour à l'origine, comme j'ai expliqué ici, selon des règles de cache qu'on s'est définies. Des vidéos, des audio-vidéos, par exemple, on pouvait les cacher une dizaine de jours ou même plus si on veut, selon vraiment la nature des fichiers. Par contre, des fichiers HTML ou des fichiers XML, on peut juste les cacher pour 2 minutes. Et ça a vraiment donc un gain considérable sur la bande passante, surtout quand il y a pour des journées, des pics de trafic. Si vous cliquez encore, donc à ce moment-là, c'est le site de 4.5.0 et commence à être disponible et les usagers sont capables de consulter le site web. C'est exactement, si vous cliquez encore, c'est la même technologie ou le même concept qu'on s'est choisi également pour .ca et tout.tv. Ben voici, c'était ça la présentation. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Merci. En fait, je vais juste rajouter un commentaire sur la vidéo que tu viens de faire, François. C'est que le but, c'est de créer une démarche journalistique différente où les citoyens vont pouvoir créer la nouvelle eux-mêmes en rapportant avec leur iPhone des images qui pourraient porter à faire des nouvelles sur, en bon français. Exactement. Moncton. Oui, allez-y. Bon, si on retourne peut-être 2 images
Slide en arrière. 2 slides en arrière. Là. Dans le fond, celle où on voit le processus complet d'un coup. Là. À partir du moment où on publie une vidéo, où on décide que le montage est prêt, on peut-tu faire prochaine, mais pas trop, sinon on va passer à la prochaine. Le chemin complet, dans le fond, ce qui va déterminer le temps, c'est l'utilisation de la ferme de transcodage. La ferme de transcodage est généralement très, très utilisée. Puis, en ce moment, on a, dans son état actuel, on est capable de donner des priorités au contenu nouvelle, mais on n'est pas capable d'arrêter des travaux de transcodage très longs pour passer une petite nouvelle, pour après ça reprendre les grosses nouvelles. Donc, si on a des slots de libre, ça va vite. Sinon, on peut avoir un petit peu d'attente. Mais si on prend pour acquis qu'on passe tout de suite, le chemin complet avant que ça soit disponible, caché chez Akamai est disponible, puis on l'alimente à partir du véhicule. Pour un clip de 2 minutes, on parle d'environ 15 à 20 minutes. Le temps de passer au travers de toute la chaîne et d'être disponible. Tout à fait, ouais. Ça, pour Radio-Canada, c'est quelque chose de totalement nouveau parce qu'on a toujours pensé nos nouvelles en fonction de on livre sur l'antenne en premier, le web viendra après. Ça demande là, de tout penser la chaîne à l'envers, puis de dire non, on va livrer sur le web. Et puis, si les nouvelles sont intéressantes, ils pourront être repris pour la télévision par la suite. Donc, c'est ça. Oui? Vous parlez d'un modem, oui, 890. Non, en fait, le MP890, c'est le modem qui fait une des connexions. Le routeur qui agrège plusieurs connexions, c'est la compagnie, ça s'appelle Peplink, P-E-P-L-I-N-K. Puis la version camion, ça s'appelle un Pepwave Max. Là, je regarde si Jean-François est là. JF. Bon, il n'est pas là. Donc, Pepwave Max dans le camion, puis Peplink 380 à la station. Là, fait que c'est... Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que utilisable dans le champ en téléchargement, là, on va chercher, mettons une dizaine, en upload c'est 6 mégabits, quand ça va bien. Quand ça ne va pas bien, un Dawson, si on va chercher 200 kilobits, ça va être bon. Il y a des zones beaucoup plus critiques. Dans le coin de Dorval, on va chercher à peu près rien, même en combinant plusieurs. C'est vraiment variable en fonction de où on est. Fait que c'est dur de dire le chiffre qu'on va chercher, là, mais en moyenne, on va aller chercher 6. Mais il y a des cas où on n'ira rien chercher, puis il y a d'autres cas où on a des pointes à 30-40. Question, oui? Dans le cas d'une émeute ou peu importe, un événement public où il y a 200 000 personnes, oui. Vous pensez une solution? En avez-vous une? Ouais, dans notre poche comme ça, on a ce qu'on appelle l'artillerie. Là. On envoie le camion satellite, puis ça marche partout. Sinon, on a des gens du groupe à Jonathan qui évaluent aussi des solutions satellites moins dispendieuses que l'artillerie. Sinon, on a une autre solution qui s'appelle le BGAN. BGAN nous donne grosso modo 492 kilobits par seconde, à peu près stable, à peu près partout sur la Terre, à peu près n'importe quand des deux bords. Le problème, c'est que si on s'en sert pendant une fin de semaine à temps plein, là, ben, ça vient de coûter 20 000 $. Fait que c'est à utiliser avec modération, mais ça marche. Fait que, oui? C'est un secret. Je vais laisser d'autres répondre. On peut-tu le dire? Oh, on peut le dire. OK. La ferme de transcodage, en ce moment, qui fonctionne, c'est un logiciel de Telestream qui s'appelle Vantage. On est sur Vantage 2. On planifie une migration à Vantage 3.0 sous peu. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte dans l'évaluation des transcodeurs, c'est qu'il n'y a pas le produit miracle qui fait tout. Puis de façon à faire à peu près tout, à peu près bien, ça va prendre plusieurs logiciels. Donc, on va en rentrer 2 nouveaux dans le système. Il y en a un qui est déjà fait, non? Ben, en fait, moi, je préférerais qu'on ne mentionne pas les noms parce que la technologie change tellement rapidement, puis on fait des évaluations continuelles. Fait que je préfère qu'on n'aime pas de fournisseur à ce point-ci. C'est bon. Faites des recherches, GPU Transcode. On n'a rien dit. Alors, j'aimerais demander à Maxime et Jonathan de s'approcher en avant parce que je crois que Kamal, François, Maxime et Jonathan nous ont fait une super présentation. Puis j'aimerais les remercier puis les féliciter aussi. Bonne main d'applaudissements.
J'aimerais remettre justement à mes collègues un certificat d'appréciation comme on remet lors des soirées SMPTE. J'ai 3 certificats dans la main, c'est parce qu'il y en a un qui est virtuel. Disons qu'on va remédier à la virtualité demain. Alors malheureusement, Jonathan, je n'ai pas de certificat pour toi, mais... Maxime, merci. J'espère que c'est plus fiable que ma télécommande iPhone, les certificats virtuels. Merci, Daniel. Et Jonathan, merci. Alors, bien, merci beaucoup parce que je sais que mes 4 collègues ont travaillé fort sur ces présentations-là et il y a eu, disons, pas mal d'actions dans la dernière semaine pour réussir à tenir une présentation, la présentation ce soir. Alors, vraiment, merci beaucoup.